Salut la bleusaille. Cette semaine, nous nous sommes rendus avec Bernard sur les lieux d'un crime qui semblait laisser la police perplexe. Alors pas tellement pour les raisons de la mort, parce que généralement une balle en pleine tête, ça laisse relativement peu de place à l'interprétation, mais plutôt concernant le mobile. En effet, un appartement luxueux au cœur du 16e à Paris, garage privatif avec Lamborghini dedans, des traces de cocaïne dans chaque pièce, la victime semblait mener la grande vie. Pourtant, d'après les enquêteurs sur place, il semblait ne pas avoir de réel travail, son compte en banque affichait quelques centaines d'euros au compteur et pas de transfert financier récent. Pire, d'après le banquier, son client semblait n'avoir placé absolument aucune somme où que ce soit, ni en assurance vie, ni en actions ou autre investissement. En l'absence d'un coffre physique dans l'habitation, c'était tout simplement un mystère pour la police locale. Je demandais alors à voir l'ordinateur de la victime et remonter son historique internet bourré de porno pour y trouver ce que je soupçonnais déjà. Je demandais à l'inspecteur principal de me confirmer l'heure du décès, et celui-ci m'informa qu'il avait eu lieu la veille au soir aux alentours de 21h. Bingo! À 21h10 exactement, la victime avait visité le site eToro, sûrement contraint par ses cambrioleurs de virer l'intégralité de son portefeuille virtuel. J'informais le responsable de l'enquête qu'il s'agissait bien d'un vol d'argent, mais qu'il ne s'agissait pas d'euros, mais plutôt d'une ou plusieurs crypto-monnaies. Je vis immédiatement à ses yeux bovins que l'explication allait être compliquée. Je précisais qu'il s'agissait d'argent dématérialisé, mais je pense qu'il m'acheva au moment où il m'affirma fier de lui que il n'y avait pas eu de vol vu que l'argent n'existait pas vraiment. Je me tournais immédiatement vers Bernard pour trouver un peu de soutien, mais je vis à son sourire crispé qu'il fallait pas compter sur lui. Oui, en même temps, je vois vraiment pas quand pour la dernière fois j'ai pu compter sur lui. Bon, comme je me doute que ce n'est pas parfaitement clair pour tout le monde, eh bien, on est reparti pour une trilogie. Et comme toujours dans ces cas-là, je vais vous poser 4 fois la même question en 3 épisodes. Celle-ci est, et attention ça risque de vous dérouter un petit peu, l'argent est-il une religion ? Oui, je sais qu'à ce stade de la vidéo, il y en a beaucoup d'entre vous qui doivent se dire « Ok, il a littéralement pété une durite ». Sauf que, non, désolé. En fait, la question est parfaitement légitime, et vous allez voir que plus nous allons entrer dans les explications, et plus vous allez prendre de recul, et plus vos propres idées pourraient vous surprendre vous-même. Nous sommes donc partis pour une nouvelle trilogie, la trilogie de l'argent. Alors attention, ici nous n'allons pas réellement nous intéresser à l'histoire de la monnaie. Je vais plutôt vous raconter une histoire sous forme d'allégorie pour tenter de vous faire comprendre un concept qui n'est pas forcément toujours simple à aborder. Par contre, laissez-moi vous prévenir que ce que vous allez apprendre risque de vous faire un léger choc. Rendons-nous sans plus tarder dans un pays absolument merveilleux, isolé du monde et du temps, où il fait bon vivre, Sundeland. Au cœur d'un charmant village nommé Bourg-Sunday, les gens pratiquent quotidiennement le troc pour obtenir les marchandises qu'ils convoitent. Par exemple, quand Martin veut du maïs, il se rend chez Lucien qui en produit. Pour en avoir 1 kilo, il va lui donner en retour 1 kilo d'aubergines qu'il cultive lui-même. Le principe est simple, et il satisfait tout le monde tant que chacun est d'accord sur les valeurs accordées au produit. Bien sûr, le troc pose quelques soucis de temps à autre. Par exemple, quand Marcel qui élève des bœufs veut lui aussi 1 kilo de maïs, il ne peut pas donner un bœuf entier à Lucien, il y perdrait au change, et il n'a pas non plus envie de lui en acheter plus. Il pourrait bien sûr lui donner un morceau, mais ça sous-entendrait de stocker et conserver le reste, et donc du travail en plus et un accroissement de la valeur du produit. On va alors se mettre à inventer un outil extraordinaire, le crédit. Chaque fois que Marcel viendra prendre du maïs, Lucien notera sur son cahier la quantité cédée, et quand cette dette atteindra la valeur d'un bœuf, Marcel lui en donnera tout simplement un et la dette sera effacée. Ce procédé repose entièrement sur la confiance des deux parties, mais personne ne penserait jamais escroquer son voisin, sous peine d'être exclu des échanges commerciaux avec les autres habitants. Durant ce temps, le roi était bien ennuyé. Régulièrement, il venait chez chaque habitant prélever des produits en guise de paiement pour les terres qu'il leur prêtait généreusement, mais cela lui donnait l'impression d'être dépendant de ses sujets, une situation qu'il trouvait intolérable. Il eut alors une idée merveilleuse, créer la monnaie. Il s'agirait d'une ressource dont il aurait le contrôle et qu'il pourrait produire lui-même. Pas question donc d'utiliser des morceaux de bois ou des coquillages, tout le monde pourrait s'en procurer. Puis il songea qu'il possédait une mine au sud de la ville. Parfait, il tenait là le support idéal. Il chargea donc les orfèvres de produire des pièces à son effigie à partir de l'or extrait et en remplit ses caisses. Mais le plus gros problème était devant lui, comment faire accepter cette nouvelle méthode de paiement à ses sujets. Mais là encore, le roi avait une solution toute trouvée. Du jour au lendemain, il se mit à payer ses soldats avec ses pièces en leur garantissant que le peuple les accepterait en guise de paiement. Bien sûr, quand les premiers soldats se présentèrent auprès des marchands, les choses se passèrent bien différemment.
Hors de question d'accepter en échange des produits ces rondelles brillantes, elles ne pouvaient être ni mangées, ni utiles à quoi que ce soit. Mais la fois suivante, quand le roi vient prélever son impôt, il avertit que désormais il ne se servirait plus directement en marchandises, mais en monnaie sonnante et trébuchante. À partir de là, non seulement les gens acceptèrent les pièces en guise de paiement de la part des soldats, mais les préférèrent même. Non seulement elles permettaient de payer l'impôt, mais en plus permettaient de réduire drastiquement les dettes inhérentes à l'échange des marchandises de valeurs différentes. Qui plus est, elles facilitaient le commerce avec les autres pays en raison de sa transportabilité. Peu à peu, la monnaie devient donc le principal outil d'échange commerciaux pour le plus grand plaisir du roi, qui se trouvait être le seul producteur de cette incroyable ressource. Avec cette nouvelle pratique vint un nouveau concept, celui de l'épargne. En effet, les habitants n'avaient désormais plus aucun besoin d'attendre d'avoir nécessité d'un produit pour vendre le leur. Il leur suffisait de stocker de la monnaie qu'ils pouvaient utiliser ensuite le moment venu. Cependant, garder tout cet or n'était pas sans risque. Les habitants de Bourg-Sunday allèrent donc voir l'orfèvre du village pour lui demander s'il était possible de stocker leur argent à l'abri dans son grand coffre-fort. L'orfèvre, d'abord surpris, accepta, demandant en échange une petite somme pour la location. En guise d'assurance et pour faciliter les dépôts et retraits, il remit à chaque habitant un papier sur lequel figurait la somme déposée. Cela tenait lieu de reconnaissance de dette. Durant un temps, le système marcha parfaitement, mais l'orfèvre se rendit compte d'un curieux phénomène. Non seulement les gens venaient rarement chercher leur or, mais s'ils le faisaient, ce n'était jamais tous à la fois. La quantité de monnaie en dépôt diminuait donc rarement et restait relativement stable. Fort de ce nouvel enseignement, il élargit son activité et se mit à prêter de l'argent aux habitants en échange d'intérêts. Après tout, tant que tous ne venaient pas chercher leur or en même temps, il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Et tandis que l'orfèvre faisait de jolis bénéfices et que la pratique se démocratisait, les habitants se mirent régulièrement à échanger non plus directement leur or, mais les reconnaissances signées par l'orfèvre. Sans le savoir, celui-ci venait d'inventer les billets. À partir de ce jour, lorsque les habitants venaient pour faire un prêt, ils ne demandaient donc plus de l'or, mais directement des reconnaissances. Après tout, ces feuilles étaient beaucoup plus pratiques à transporter que les pièces qui étaient lourdes et fastidieuses à compter. L'orfèvre eut alors une idée encore plus incroyable que la précédente. Si les gens ne venaient plus chercher leur or et préféraient les billets qu'ils signaient, alors pourquoi ne pas prêter aux habitants plus que ce qu'ils ne possédaient? Au final, au moment du remboursement, cet argent inventé serait détruit, mais les intérêts, eux, seraient bien concrets. Faisant de ce nouveau principe son nouveau fonds de commerce, l'orfèvre devint très rapidement riche et sans s'en rendre compte, venait de mettre en place ce qui serait les bases de l'économie mondiale de demain. L'orfèvre continua ses affaires durant un temps, devenant de plus en plus riche, et forcément les gens finirent par se poser des questions. Quand les rumeurs finirent par se répandre à travers toute la ville, les habitants vinrent tous chercher leur or, pensant qu'ils se faisaient voler. Et là, ce fut la stupeur. Les caisses contenaient bien moins d'argent que ce qui avait été prêté. En effet, l'orfèvre durant des années, non seulement produisait des billets pour son propre compte, mais en prêtait aussi aux habitants contre promesse de bénéfices réels, sans avoir besoin d'avoir les pièces correspondantes dans son coffre. Cela faisait bien longtemps que plus personne ne vérifiait ses fonds, puisque plus personne n'utilisait l'or en guise de paiement. Inutile de dire que les habitants traînèrent le fautif en dehors de la ville et l'exilèrent pour toujours. On pourrait penser que les choses se tassèrent et s'arrêtèrent finalement là, mais ce serait sans compter les conséquences qu'avait eu cet accroissement de fonds dans Bourg-Sunday. En effet, durant plusieurs années, l'économie et le commerce avaient été fortement stimulés par l'argent fictif, faisant du modeste village une ville florissante et prospère. Le roi qui venait de renommer Bourg-Sunday en Sunday City dut trouver une solution pour maintenir cette croissance, et cette solution se traduisit par la création de la première banque. L'idée était de reprendre les principes de l'orfèvre, mais cette fois-ci, il serait réglementé et contrôlé afin de rassurer les gens. Le roi fit construire un bâtiment fortifié, gardé et dont le décor devait symboliser le luxe et l'opulence. Il y injecta des fonds et plaça son neveu Kevin à la tête de l'entreprise comme directeur. La banque serait indépendante et privée, mais protégée par la loi royale. Désormais, l'établissement serait limité à des prêts d'un ratio de 9:1 des fonds réels en provision. Et régulièrement, un contrôleur viendrait vérifier que la somme se trouvait bien dans les coffres. Le roi officialisa dans la foulée la nouvelle devise du royaume, le sun d'or. Lucien, qui désormais ne cultivait plus de maïs mais se trouvait négociant en vin, voulait s'acheter une nouvelle voiture. Ça tombait plutôt bien puisque Martha vendait justement la sienne. Seul souci, elle en demandait 10 000 sun d'or, soit bien plus que ce que possédait Lucien. Qu'à cela ne tienne, il fila de ce pas à la banque qui venait d'ouvrir pour contracter un prêt.
Comme les choses tombent toujours bien à Sunday City, le roi avait justement injecté 1112 pièces d'or à la création de l'entreprise. Grâce au ratio légalement autorisé de 1 pour 9, Kevin était capable de prêter 10 000 suns d'or, soit 9 fois la quantité d'or qu'il possédait. Ravi, Lucien fila payer Martha et s'en alla avec sa nouvelle voiture. Martha, elle alla déposer ses 10 000 suns d'or nouvellement acquis à la banque. Bien entendu, Kevin ne pouvait en aucun cas encaisser les 10 000. Après tout, cet argent n'existait pas vraiment. Il n'était autorisé à faire rentrer dans les coffres que 1 pour 9 de ce qu'il recevait, c'est-à-dire 1000 suns d'or, qui serviront à leur tour à pouvoir autoriser un crédit de 9000 suns d'or, et ainsi de suite. Ce qu'il faut bien comprendre à ce moment-là, c'est qu'à chaque transaction, Kevin pouvait faire des crédits de moins en moins importants à partir de la somme initiale, mais de l'argent réel et les intérêts se cumulaient au fur et à mesure, entrant dans les coffres à partir d'argent fictif. Le roi ayant bien calculé son coût, il avait justement prévu qu'en autorisant des prêts au ratio de 9 pour 1, à partir d'un peu plus de 1000 pièces d'or, la banque pouvait générer plus de 100 000 suns d'or, dont une partie serait ensuite récupérée sous forme d'impôts. Cette pratique dura de nombreuses années, continuant d'alimenter le royaume en suns d'or et participant activement à son rayonnement à travers le monde. Mais des guerres intestines frappaient le royaume de toutes parts et le roi devait dépenser tout son or dans le maintien des armées, tout comme beaucoup de contrées environnantes. Après des décennies de lutte sans merci et la paix retrouvée, bien des royaumes se retrouvèrent sans le sou, défigurant le paysage économique global. Le monde comprit rapidement que sans une réforme complète du système, une grande partie de la population sombrerait dans la misère. En effet, sans or dans les caisses, impossible selon la loi de produire des billets, et sans billets, plus d'économie. D'un commun accord, tous les royaumes décidèrent alors d'abandonner la relation qu'il y avait entre le minerai et les billets. Désormais, chacun passerait à la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire que sa valeur reposerait entièrement sur la confiance que les gens avaient en ce système. Une idée particulièrement abstraite qui permettait de s'émanciper de toute limite physique. Désormais, sans avoir besoin de se référer à un minerai qui donnait sa valeur aux billets et indépendamment du stock de chaque royaume, il était possible de fabriquer autant de billets que souhaité. En tout cas, c'est ce qu'ils crurent au départ. Bien vite, ils se rendirent compte que si l'on injectait trop d'argent dans un royaume, les habitants gagnaient en pouvoir d'achat dans un premier temps, mais d'un autre côté, les producteurs ne pouvant produire plus, et selon la loi de l'offre et de la demande, ils se mettaient à monter leurs prix sans pour autant que les salaires, eux, n'augmentent, provoquant dans un second temps une forte inflation et donc la ruine de biens des ménages. Mais ils se rendirent compte également qu'en injectant trop peu d'argent, les habitants perdaient en pouvoir d'achat, mettant en danger l'économie du pays. Il fallait donc trouver un juste milieu et manœuvrer prudemment pour maintenir la balance économique des différents royaumes. Toutes les banques du monde formèrent un conglomérat et instaurèrent une banque centrale, neutre et indépendante. Son rôle était simple, pouvoir injecter des fonds là où il le fallait au besoin, réguler le marché global grâce aux taxes afin de maintenir une cohérence globale, et faire croître toujours plus son capital. Si vous vous demandez comment cela était possible, il faut tout simplement savoir qu'entre-temps, nous étions passés d'un système monarchique à un système démocratique. Les candidats en compétition les uns avec les autres avaient donc besoin d'argent pour financer leur campagne, et quel meilleur endroit pour en trouver que les banques. Certains affirment qu'il était alors facile pour les banques de financer les candidats qui leur promettaient allégeance tout en supprimant la concurrence par divers moyens monnayables, afin de renforcer leur emprise et de bénéficier d'accords avec les États. Mais bon, ceux-là ont eu des problèmes et ils ne sont plus là pour en parler. L'argent avait donc bien une valeur, celle de l'activité économique du pays, mais également celle de notre liberté. Désormais, tout roulait pour Sunday City et le monde tournait plus ou moins bien de cette façon. Bon, bien entendu, certains royaumes étaient un peu dans le rouge alors que d'autres prospéraient, mais globalement, le système fonctionnait. Et les banques, elles, elles se frottaient les mains. Bien sûr, tout ce que je viens de vous raconter n'est qu'une fable, mais elle fait suffisamment écho à la réalité pour que vous compreniez de quelle façon est créé l'argent. Le système que je viens de vous décrire n'est pas un fantasme. Chaque jour, toutes les banques du monde entier créent de l'argent fictif à partir de prêts. Seulement, les bénéfices touchés, eux, ils sont bien réels. C'est de cette manière que l'argent est produit. Pire que ça, aujourd'hui selon le pays et le type de compte, le ratio n'est pas de 9 pour 1, mais plutôt de 30 pour 1. Il y a même carrément des pays qui permettent aux banques de ne pas avoir un seul centime dans les coffres pour pouvoir produire des prêts, et donc de l'argent. Si vous pensiez que c'était l'État qui produisait l'argent, eh bien détrompez-vous. Même s'ils en ont la capacité légale, ça ne représente que 5% de l'argent aujourd'hui dans le monde. Les 95% restants sont produits par les banques, et encore une fois, grâce aux prêts. Voilà la réalité de notre système. Ce qu'il faut surtout bien comprendre, c'est que l'argent est une dette, ni plus ni moins. Maintenant, je suis sûr que vous êtes curieux de savoir à quel point Sunday City a prospéré. Eh bien c'est parti, rendons-nous 500 ans dans le futur.
Ouais, bon ok, il est possible qu'à la base, le système avait un léger souci. Est-ce que ça vous intéresse de savoir à quel moment ça a merdé? Eh bien pour ça, nous allons nous pencher sur une micro-société avec très peu d'individus, peu de ressources et une seule banque. Bienvenue à Sunday Island. Sur cette île riche en terres cultivables en forêt et en minerais, vivent 3 individus. Un agriculteur, un bûcheron et un forgeron qui mine lui-même son métal. L'agriculteur nourrit les habitants, le bûcheron produit du bois pour les outils de l'agriculteur et du forgeron, et le forgeron produit le métal pour les outils des 2 autres. Les habitants procèdent par troc, et leur consommation est auto-régulée. Subsistant à leurs propres besoins uniquement, la terre a le temps de se renouveler, les arbres de repousser, et les minerais de se reformer. Dans le même contexte, plaçons une banque et un banquier à sa tête. Désormais, les habitants devront se payer avec de l'argent. Au départ, personne ne possède de pièces, ils ne peuvent donc pas commercer entre eux et subvenir à leurs besoins. Le banquier leur dit « Aucun souci, j'ai 30 pièces, je vais en donner 10 à chacun. Par contre, au bout de 11 jours, vous devrez me rembourser 11 pièces, soit une pièce par jour. » Les habitants acceptent. Le premier jour, le bûcheron va acheter du métal au forgeron pour 1 pièce, le forgeron va acheter de la nourriture à l'agriculteur pour la même somme, et l'agriculteur va acheter du bois au bûcheron. Chacun retrouve sa somme de départ, mais à la fin de la journée, ils doivent tous donner 1 pièce au banquier. Celui-ci va acheter des marchandises à raison d'1 pièce à chacun pour avoir de la nourriture, du bois et du métal. Puis les jours suivants se passeront de la même façon, sauf que le banquier a déjà tout ce qu'il lui faut et n'achètera plus rien. Au bout de 11 jours, plus personne n'aura d'argent, sauf le banquier qui aura récupéré ses 30 pièces et qui aura acquis en plus des biens. Retour à la case départ, les 3 habitants doivent à nouveau emprunter. Sauf que cette fois-ci, à la fin du premier jour, le banquier n'investit pas dans les biens. Arrivé au 10e jour, plus personne n'a d'argent, il leur est alors impossible de rembourser leur emprunt. Le banquier leur dit « Ne vous inquiétez pas, il y a un moyen très simple de résoudre ce problème. Il vous suffit de contracter un nouveau prêt. » Le banquier redonne donc à chacun 10 pièces, sauf que ce n'est plus 11 pièces que l'agriculteur, le bûcheron et le forgeron doivent. Désormais, débiteurs d'1 pièce, ils vont devoir rembourser 12 pièces au bout de 11 jours. Ils comprennent alors une chose essentielle. Si chacun gagne la même somme que son voisin, ils s'endetteront tous de plus en plus, ils vivront toute leur vie à crédit. La solution est toute trouvée, il va falloir produire plus que les voisins pour gagner plus. Les conséquences de cette fable, vous les connaissez déjà. Le système bancaire a forcé les habitants à travailler non plus pour leur propre consommation, mais pour rembourser leur emprunt. Ils se sont alors lancés dans la surproduction et ont pillé toutes les ressources de l'île, ce qui les a menés à leur perte. Voilà ce qui est arrivé à Sunday City, et sans être trop alarmiste, c'est exactement également ce qui est en train de nous arriver. Tandis que l'argent est créé grâce au crédit bancaire, notre dette globale augmente en même temps que notre croissance économique. Un cercle vicieux qui ne peut pas trouver d'issue positive. Le plus gros problème à long terme, c'est que si la croissance économique, elle est potentiellement infinie, les ressources de notre planète, elles sont limitées. Et nous les pillons depuis des décennies pour éponger notre dette. Le plus drôle quand on y pense, façon de parler, c'est que s'il n'y a pas de dette, il n'y a pas d'argent. En réalité, si absolument tout le monde remboursait aujourd'hui sa dette, le système bancaire tel qu'on le connaît s'effondrerait totalement en même pas une journée. Je vais donc vous poser pour la seconde fois cette fameuse question, l'argent est-il une religion ? J'espère ne pas avoir trop chamboulé vos convictions, parce que nous n'en sommes qu'à un épisode sur 3. Mais rassurez-vous, le pire est à venir. Comme toujours, j'espère que vous ressortirez de cette émission un peu moins nigo que vous n'étiez avant. N'oubliez jamais qu'une bonne réflexion s'accompagne toujours d'une bonne pipe. Moi je vous dis à dans 15 jours, ciao!